Bonjour tout le monde, bienvenue à cette balado Personne n'en parle, produite par Maison Interlude House. Je m'appelle Marie-Pierre, j'ai le plaisir d'animer cette balado, normalement en compagnie de Sylvie, la fouineuse. Mais je suis tout seule du côté de l'animation aujourd'hui parce que Sylvie, t'as changé de bord, t'es rendue une invitée. Oui, je suis une invitée pour aujourd'hui. Une invitée spéciale, mesdames et messieurs, parce qu'on parle d'un sujet très spécifique dont on n'entend vraiment pas parler, puis ça tombe bien parce que c'est un peu le concept de nos balados. On parle de dépression postpartum avec Sylvie, oui, mais également avec Geneviève Desrochers, doula postnatale. Bonjour Geneviève. Bonjour. Bonjour Sylvie Geneviève. Marie-Pierre. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui là, pour discuter d'un sujet, mon Dieu, auquel j'aurais même pas pensé. De jaser. Écoute, c'est Geneviève qui nous a levé un flag. Elle a dit, ça vous tente-tu de jaser de ça? Puis ça a soulevé bien des choses, parce que même Sylvie a dit, ben mon Dieu, comment Oui, ça c'est un se fait? sujet qui me touche. Oui, Oui, puis ça vraiment. touche personnellement. Personnellement, oui. Tout à C'est la fait. raison. Puis comme tu dis, Marie, c'est un sujet, tu sais, qu'on n'aurait jamais pensé. Ça prouve juste qu'on n'entend pas parler du tout. Voilà. Oui, même si ça t'a touché de près. Puis on va y revenir. Et je suis sûre que ça touche beaucoup de mères. Oui, on va en reparler de ça aussi, en effet. Parfait. Bien, écoute, Geneviève, on va commencer avec toi pour Oui. briser la glace. Écoute, parle-nous d'un peu d'où tu viens, ton parcours à la fois professionnel, personnel, qui fait en sorte que tu es avec nous aujourd'hui pour parler de dépression postpartum. Parfait. Alors, pour m'introduire un petit peu, moi, je suis native de Québec, donc de la rive sud de Québec. Et puis, donc, je suis restée là jusqu'en 2008. Puis, en 2008, je suis déménagée, je me suis mariée, puis j'ai suivi mon mari, qui était déjà dans la région de Toronto. Et puis, je suis tombée enceinte rapidement après. Donc, on voulait des enfants, mais c'est arrivé un petit peu plus vite qu'on pensait. Mais c'est pas grave, on était bien contents et tout ça. Donc, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que, en fait, ma grossesse, puis dans la période du postpartum, j'ai eu une période du postpartum très difficile. Donc, au niveau de ma santé mentale, ça a été une grosse épreuve. Et puis, je vais en parler un peu plus tard là, de mon histoire. Mais ça m'a vraiment... Cet événement-là a fait en sorte que j'ai développé une passion pour la santé mentale du postpartum. Donc, moi, mon bagage, ma carrière, j'étais en éducation, là, j'ai été enseignante. Et quand j'ai déménagé à Toronto, j'étais conseillère pédagogique. Donc, le milieu de l'enseignement, éduquer les gens, apporter des nouvelles informations, ça a toujours été une passion pour moi. Mais là, à partir de cette expérience-là de mon postpartum, j'ai vraiment eu la passion d'en parler. Parlons de santé mentale, du postpartum. On n'en entend pas assez parler, tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis vraiment à m'informer, prendre beaucoup d'informations, m'auto-former, aller à des conférences, aller à des ateliers, puis prendre beaucoup d'informations sur la santé mentale. On dit même périnatale, parce que périnatale veut dire grossesse et postpartum, parce qu'on peut avoir des troubles de santé mentale aussi pendant la grossesse. Ça aussi, on n'en entend pas beaucoup parler. Donc, ça peut être la grossesse et le postpartum. Donc, je me suis beaucoup informée, puis j'ai vraiment voulu aider les familles qui ont une période du postpartum qui peut être difficile, éprouvante et tout ça. Donc, j'ai fait ma certification pour devenir une doula postnatale. Donc, les doulas postnatales... c'est pas des thérapeutes. En fait, on est des personnes qui allons apporter du soutien aux familles après que le bébé est arrivé là, ou les bébés, si c'est des jumeaux ou des triplets, ou peu importe. Donc, on apporte du soutien émotionnel, physique, informationnel. Donc, c'est vraiment être là pour soutenir la famille puis faciliter la transition avec un nouveau bébé. Puis moi, vu que j'étais beaucoup passionnée de santé mentale aussi, je ne peux pas faire de thérapie avec des clientes, mais quand même, je peux écouter leur histoire, je peux leur donner des ressources et les orienter finalement pour qu'ils puissent aller chercher de l'aide. Donc, c'est ça, j'ai quitté mon emploi dans le milieu de l'éducation pour vraiment me consacrer, démarrer ma propre business. J'ai aussi écrit un livre sur mon histoire du postpartum. Alors, je pourrais... le titre, c'est « Cette autre réalité ». L'histoire de mon trouble bipolaire du postpartum, et je vais en parler un petit peu plus tard aussi. Et j'ai créé une chaîne YouTube. Donc, je voulais vraiment que
on entend parler plus de la santé mentale du postpartum. Donc, j'ai été reviewée des parents, donc mon mari, d'autres parents qui ont vécu des troubles de l'humeur aussi du postpartum, la dépression et tout ça du postpartum. Et puis, j'ai commencé à créer des ateliers aussi pour les parents, pour les professionnels aussi de la naissance. J'ai créé un cours en ligne. Donc, vraiment, je baigne dans ma passion, là, ma passion pour la santé mentale. Et puis, maintenant, je suis en train de faire une maîtrise en counseling et psychologie pour éventuellement devenir thérapeute et vraiment me spécialiser avec la population, les familles en postpartum et la santé mentale du postpartum. Wow, c'est tout un parcours. Ben, merci de venir en parler avec nous. Puis, avant de peut-être rentrer dans la section où vous allez plus nous parler de vos expériences personnelles, ce serait le fun de démystifier postpartum, oui, dépression, postpartum, baby blues. Juste qu'on comprenne bien c'est quoi avant d'en jaser là, un petit peu plus. Puis moi, Marie, j'avais une question. Doula, ça vient de où? Oui, bien, c'est ça, c'est un thème... Écoute, il ne faudrait pas me citer par rapport à ça. Je pense que c'est un mot grec ou latin qui veut dire, dans le fond, rendre service. Donc, on pourrait utiliser le mot accompagnatrice, en fait, parce que des fois, on entend une doula de naissance, une birth doula. On entend des fois en français une accompagnatrice à la naissance. Donc, moi, je suis accompagnatrice postpartum. Donc, le doula peut être utilisé pour la naissance, le postpartum. Il y a même des doulas qui aident, qui sont accompagnatrices pour des gens qui sont sur le bord de mourir. Donc, on peut avoir des doulas aussi à ce moment-là. Il y a des doulas de ménopause. Doula, oui, c'est joli. Oui, j'aime ça, moi aussi. Oui, on l'entend plus en anglais. Postpartum doula, birth doula. Mais moi, on peut quand même l'utiliser en français aussi, mais ça se peut qu'on entende le terme aussi accompagnatrice à ce moment-là. D'accord. Non, c'est coucher moins niaiseux. Oui. Fait que si tu veux bien nous expliquer un petit peu plus tout ce qui entoure le postpartum, puis nous familiariser un petit peu avec le vocabulaire, là, parce qu'on dit souvent une femme qui est en dépression postpartum, on dit elle a le postpartum. Oui, c'est ça. Je pense pas tout à fait exact. Non, c'est ça. Oui, en effet, puis c'est ça, c'est pas des sujets qu'on jase beaucoup des fois, puis c'est ça, on entend... Le mot postpartum, il y a des gens qui pensent que ça veut dire justement les blues ou bien que ça veut dire la dépression. Donc, je l'entends souvent utilisé comme « Ah oui, elle a eu un postpartum. » Puis, on réfère à des symptômes de dépression postpartum. Ce qui n'est pas vraiment exact. Le mot postpartum, ça veut dire la période qui débute après l'accouchement. Mm-hmm. Donc, c'est une période après l'accouchement. Ce qui veut dire que toute personne qui accouche vit un postpartum. Qu'il soit positif, négatif, anxiogène. Ça veut dire la période après l'accouchement. Puisqu'on parle, habituellement, quand on parle de postpartum, ça peut aller jusqu'à 1 an après l'accouchement. Donc, c'est vraiment ça que ça veut dire. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle de dépression postpartum, ça veut dire qu'on a une dépression après l'accouchement. C'est ça que ça veut dire. Donc, une psychose postpartum, dépression postpartum. Mais si on mentionne que la personne est en postpartum, est juste dans sa période après l'accouchement. Exactement. C'est ça. Donc, c'est pour ça que moi aussi, quand on parle, je suis doula postnatale ou postpartum, ça ne veut pas dire que je suis en train d'aider au niveau de la santé. Oui, je peux apporter des ressources, mais je ne suis pas thérapeute. Ça veut sont en dépression. Exactement. C'est n'importe qui que je peux aller offrir du support. Donc, oui, puis des fois, on confond aussi les blues puis la dépression postpartum parce que les symptômes, ils se ressemblent beaucoup. Mais il y a vraiment une différence entre les deux, puis c'est important parce que si on ne fait pas la différence entre les deux, bien, peut-être qu'il y a des parents qui vont rester avec des symptômes en se disant « Ah, c'est les blues, ça va passer », puis que finalement, c'est une dépression. Donc, ce qu'on entend par les blues, c'est quoi les symptômes des blues? Est-ce que vous le savez? Il y en a-tu? Je sais pas, filer bof, manquer d'énergie, pleurer souvent. Oui. La fatigue. Manquer de patience, genre. Okay. Oui, c'est ça. Donc, on peut pleurer comme ça, puis on peut avoir comme des sauts d'humeur. À un moment donné, on est toute heureuse avec notre bébé ou tout heureux d'avoir notre bébé. Puis là, oups, à un moment donné, on peut voir une annonce à la télévision qui nous fait pleurer. Puis on se dit, ben voyons donc, comment ça que je pleure? C'est donc un petit peu des sauts d'humeur avec les émotions, l'irritabilité, on l'a mentionné, un peu de frustration. Il peut même y avoir de l'insomnie. Okay. La fatigue aussi. On se sent fatigué, mais en même temps, on a plus de difficultés à dormir. On peut se sentir submergé aussi. C'est comme, la transition avec un bébé, c'est gros. Là, puis là, on se sent comme...
wow, il faut que je donne à boire au bébé, il faut que je le change, le rot, le bain, donc c'est beaucoup. Il peut même y avoir un manque d'appétit aussi qui se passe. Mais ce qui est super important de se rappeler, c'est que ces symptômes-là durent de 2 à 14 jours maximum. Ah, OK. C'est ça. Donc, les C'est blues, le temps. c'est le temps, exactement. Donc, les baby blues, habituellement, ils apparaissent de 3 à 5 jours après l'accouchement. Souvent avec la montée laiteuse, quand on allaite, là. Et puis, c'est ça, c'est pas supposé, les symptômes ne sont pas supposés durer plus que 14 jours. Donc, si ça dure plus que 14 jours, il faut aller chercher de l'aide. Parce que c'est autre chose. Est-ce que c'est dépression? Est-ce que c'est un autre trouble de l'humeur? Là, moi, je ne suis pas là pour diagnostiquer, mais c'est ça, il faut aller chercher de l'aide à ce moment-là. Donc, c'est super important parce que c'est ça, il y a des gens, des fois, qui pensent même un mois après, « Ah, c'est les blues. » Et malheureusement, je dois dire qu'il y a peut-être même des professionnels de la santé qui pensent que même un mois après, c'est encore les baby blues, puis qui vont dire aux parents, « Repose-toi, puis tout ça, c'est les baby blues, ça va passer. » Mais non, c'est vraiment 14 jours. Après, c'est autre chose. Donc, quand on parle de dépression, oui, les symptômes que je viens de mentionner sont là, mais ils peuvent être intensifiés. Puis, on peut avoir aussi, lorsqu'on est dépressif, des symptômes qui sont un petit peu plus graves que juste les blues. Donc, on parle vraiment, là, à un certain moment donné, il peut y avoir du désespoir, il peut y avoir vraiment un sentiment d'inutilité. On perd de l'intérêt pour les choses que d'habitude qui nous procurent de la joie, puis on n'a plus d'excitation. On se sent un peu excité par rapport là, à des événements qui d'habitude nous apportent un sentiment de « wow, ça c'est le fun ». On peut manquer d'intérêt pour le bébé aussi, manquer comme d'émotion, sentir qu'on we don't bond, le lien d'attachement n'est pas là, donc ça peut être plus difficile. Ça peut être un symptôme, ça, de la dépression aussi. On pleure. Puis un symptôme qui n'est pas connu beaucoup par rapport à la dépression, c'est l'irritabilité, la rage, se sentir en colère. Puis il y a des femmes qui ont de la dépression postpartum, puis qui ont ces symptômes-là très là, puis qui ne font pas le lien que ça pourrait être une dépression postpartum. Ils ne se reconnaissent pas. Ils disent, voyons, comment ça je suis aussi irritable que ça? Comment ça je me frustre? Comment ça que j'ai ce sentiment-là? Parce que dans notre tête, dépression, c'est je suis triste, j'ai pas d'énergie, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça aussi, mais c'est aussi un symptôme qui est... Qui peut arriver là, avec la dépression postpartum. Fait que là, ça enchaîne quoi? De la culpabilité, de la honte, je ne suis pas un bon parent, comment ça que je me fâche, comment ça que je me sens comme ça. Puis on s'isole, on veut voir moins de monde parce qu'on ne se sent pas bien. Donc, puis dans les cas les plus graves de la dépression, quand la dépression est plus sévère, bien, il peut y avoir des pensées suicidaires aussi qui sont là, avec la dépression. Donc c'est ça. Postpartum veut dire la période après la naissance. Les blues, c'est des symptômes quand même dont on a parlé, mais qui ne durent pas plus de 14 jours. Puis la dépression, à ce moment-là, bien, c'est ça. C'est des symptômes quand même qui peuvent être de légers à plus sévères. Rapidement, vite de même, est-ce que tu sais, ça touche combien de femmes suite à leur accouchement? Parce que là, bonne question! J'avais pensé que j'avais fait une dépression postpartum, mais d'un coup, je t'entends parler, puis je suis comme, mon Dieu, c'est peut-être ça qui se passait aussi. Oui. Donc, quand on parle des blues du postpartum, juste les blues, ça, c'est super fréquent. Donc, ça peut être de 50 à 80 des personnes qui accouchent qui ont les blues du postpartum, même que je dirais que c'est pas mal proche là, du 80 La dépression postpartum, selon les données, je dirais avant la pandémie, parce que la pandémie a malheureusement a fait monter les statistiques au niveau de ça. Mais au niveau de la dépression, on parle d'une femme sur 5 environ qui ont une dépression. C'est quand même pas mal. C'est 20%, ça, oui. Oui, c'est ça. Et saviez-vous que les papas aussi peuvent avoir la dépression du postpartum? Ah, ça, je ne savais pas. Puis aussi, Geneviève, je sais que si on recule une trentaine d'années en arrière, les statistiques, c'était une femme sur 10 et maintenant, c'est une femme sur 5. Puis avec la COVID, c'est encore plus. Oui, ça doit. Oui, les troubles de l'humeur du postpartum, là, ils ont vraiment augmenté là, à cause de l'isolement. Hein? Ça a été très difficile pour les parents qui venaient juste d'avoir des bébés. Oui. Puis les mères aussi accouchaient toutes seules à l'hôpital parce que le père ne pouvait pas aller assister ou la famille proche. Surtout la famille proche, puis pas d'aide. Bien, pas le soutien, c'est ça. Donc, ça a été... cette transition-là n'est pas facile d'avoir un bébé, peu importe que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, mais particulièrement le premier, parce que c'est vraiment un gros changement de vie. Mais si on n'a pas de soutien à la maison,
c'est pas facile, là, quand on peut pas voir la famille. Puis même, des fois, on est tellement content de montrer notre bébé aux autres. Mais oui. Puis là, on peut pas faire ça. Ben oui, habituellement, on a une tournée de monde, là. À tous les jours, il y a quelqu'un qui vient visiter, voir le C'est bébé, ça. surtout le premier. Le deuxième, bon. Surtout le premier, c'est tous les Ouais. jours. On reçoit des cadeaux, on reçoit de la visite, puis en dernier, on est tanné. Mais je comprends que ça peut être, ça a dû être difficile pour tous ces mamans-là, ces papas-là qui ont eu des bébés dans le temps Puis de... l'anxiété, tu sais, je ne l'ai pas mentionné, mais ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont la dépression postpartum qui vivent de l'anxiété. Puis ça, des fois, on ne le reconnaît pas. On pense que, tu sais, on s'inquiète pour le bébé, mais je veux dire, c'est normal d'avoir certaines inquiétudes oui. pour le bébé. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce que, tu sais, y a-tu la couche mouillée? Est-ce qu'il mange assez? Mais quand on fait une dépression aussi, cette anxiété-là peut être plus présente aussi, là, puis des fois, on s'en rend pas compte. Ouais. Mhm. Ben maintenant, je me tourne vers toi, chère Sylvie, qui je crois, la première fois, va parler de ton expérience face... Oui, tout à fait. Pour la première fois, je vais partager mon expérience. Donc, comme je disais, là, on retourne en 1985. Juste à remettre en contexte, dans ces années-là, disons que c'était le début de la fin de ma relation abusive, qui au moment, je ne savais pas c'était une relation abusive. Mais c'est ça, donc on retourne en 85. Ma grossesse a bien été. J'ai eu une belle grossesse dans le sens que je dormais beaucoup. J'ai engraissé seulement que de 7 livres dans les 2 derniers mois. Ça se passait bien, là, aller jusqu'à l'accouchement. Ensuite, je me suis rendue à l'hôpital pour l'accouchement. C'était long, mais ça a bien été en général quand même. Il y avait mon conjoint. Mes parents habitaient à 1000 km là, dans le nord de l'Ontario. OK. Donc, puis comme je disais, j'étais dans une relation abusive. Donc, j'ai accouché. Mon conjoint n'était pas là, mais une de mes tantes que je suis proche avec était là avec ma cousine. Donc, je suis demeurée à l'hôpital pendant 3 jours, puis j'avais juste hâte de me retourner chez moi avec mon bébé. Mais ils en ont décidé autrement qu'à ma sortie, j'irais chez ma tante. Donc, je suis allée chez ma tante quand on est sorti avec le bébé. Je me souviens que j'avais un Moïse, puis je me souviens que ça me dérangeait beaucoup là, de ne pas être chez nous dans mes affaires. Mais j'ai sorti, ma fille avait beaucoup de sécrétions, donc je passais mes nuits, parce que j'avais peur qu'elle s'étouffe, donc je passais mes nuits à côté comme ça, sur le bord du Moïse, pour vérifier qu'elle respirait bien. Puis si je n'étais pas capable de voir si elle respirait comme il faut, je la brassais et tout ça. Là, je la réveillais et tout, mais je passais mes nuits de même. J'ai fait 4 jours de même, puis ça ne fonctionnait pas. Tout ce que je voulais, je pleurais, puis tout ce que je voulais, c'était de m'en aller chez moi. Donc, finalement, mon conjoint de l'époque a dit, ben OK, on va retourner à la maison. Donc, on est déménagé à la maison, puis il me dit, en arrivant à la maison, ben tu peux pas compter sur moi pour m'occuper de vous autres. Puis, lui, il est parti. Donc, je suis restée toute seule avec la petite à la maison. J'avais un rendez-vous chez le médecin le lendemain, qui faisait une semaine après avoir accouché. Je me souviens de dire, OK, mais j'ai besoin de mon linge de maternité. Dans le temps, on avait du linge de maternité parce que pour m'habiller pour aller chez le médecin, mais en fin de compte, le linge de maternité était grand. Je suis allée sur mon premier rendez-vous, j'avais perdu 14 livres. Oh. Puis là, le médecin disait, ben qu'est-ce qui se passe? Mon conjoint était avec moi à l'hôpital, pas à l'hôpital, chez le médecin, puis il regardait la petite, puis je disais, ben elle dort pas beaucoup, mais c'est moi qui la réveillais parce que j'avais peur qu'elle s'étouffe. Et tout ça, puis là, le médecin, il me disait, ben tu sais, il faut faire attention, les enfants à cet âge-là, ils peuvent manipuler et tout. Donc, je disais, OK. Je me souviens qu'à l'époque, puis, tu sais, après coup, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai et tout, il a demandé à mon conjoint de sortir pour m'examiner. Mais il ne m'a pas examiné. Tout ce qu'il m'a demandé, il m'a demandé si ça allait bien dans ma relation et tout ça. OK. Fait que moi, j'ai dit, ben oui, ça va bien, puis tout. Fait que ça a resté de même. Je suis revenue à la maison. Mon conjoint a quitté. Puis là, ben c'est ça. Je passais mes journées en pyjama. Je n'étais pas capable de manger. Je me souviens, là, je ne pouvais même pas mettre une fourchette dans ma bouche. Pas capable de manger. Tout ce que je faisais, c'est que je fumais une cigarette, je prenais du café ou un Pepsi. Puis c'est ça, je watchais ma fille dormir et tout. C'était très difficile, mais en même temps, c'était comme, OK, ben tu sais, je file de même parce que
quand on est sorti de l'hôpital, j'étais chez ma tante, puis j'étais un petit peu fâchée à cause de ça parce que je n'étais pas dans mes affaires. Après ça, ben il me ramenait à la maison. Il aurait été supposé être avec moi, m'aider, mais il n'était pas là. Je trouvais difficile, c'est ton premier enfant. Puis c'est comme, je me sentais pas à la hauteur. Tu sais, j'étais comme, OK, elle pleure, mais je ne sais pas c'est quoi qu'elle a. J'ai changé la couche, j'ai donné sa bouteille, elle est propre, je ne sais pas c'est quoi qu'elle a, qu'est-ce qui se passe. Puis je me souviens, là, tu sais, c'était pour faire... je ne veux pas aller trop, faire une histoire longue, mais je me souviens qu'au fil du temps, je donnais les bains de la petite, puis j'étais penchée, je donnais le bain, je la lavais, puis à un moment donné, j'avais cette pensée-là que je me disais, OK, j'aurais juste à la laisser aller, puis ça serait fini. Personne n'aurait de mal, tout serait correct. Mais là, après ça, là... Puis c'est drôle le sentiment que tu as parce que autant que tu as cette pensée-là, tu sais que tu le feras pas, mais la pensée, elle a pareil. Donc, après ça, le temps que j'habillais la petite, là, c'est les sentiments, les remords de conscience, la culpabilité, la honte d'avoir pensé ça de ton bébé. Ça, c'était terrible. Fait que là, c'est comme... Là, tu sais, je veux dire, je faisais juste pleurer et tout. J'avais pas de visite parce que, à cause de ma relation abusive, tu sais, je voulais pas avoir de visite. Je voulais pas que les gens voient que lui était pas là dans un temps comme ça, puis qu'on fasse des mauvais commentaires sur lui et tout ça. Donc, je restais toute seule. J'appelais mes parents, puis ça allait toujours bien. Je lui disais, il était à 1000 km, je disais que ça allait bien et tout. Je passais beaucoup de temps couchée à côté d'elle. Donc, quand elle avait, tu sais, elle était propre, sa couche était changée, elle avait bu, je la couchais à côté de moi, puis, tu sais, je la flattais, tout ça. Puis, à un moment donné, tu sais, je regardais sa main, puis elle était tellement petite, puis je disais, OK, mais ça serait facile, hein, j'aurais juste à y casser le poignet. Mais c'est effrayant, là, penser ces choses-là. C'est peurante, hein? Parce que, tu sais, tu penses à ça, puis là, après ça, on dirait que cette pensée-là s'en allait. Puis là, je me disais, ben voyons donc, tu sais, comme je mérite même pas d'avoir cet enfant-là, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai pas été élevée de même, tu sais. Fait que ça, c'était constamment là, en arrière. Toujours des pensées pour... Je sais pas pourquoi je pensais ça. Pour moi, c'était comme pour alléger ou m'aider à passer au travers, je sais pas. Mais... Donc, ça a continué de même. Puis comme je disais, ben, c'était le début de la fin de ma relation. Donc, 6 mois après, ma relation, elle a fini. Puis de la manière, je veux dire, à cause de tout ce qui s'est passé dans ces 6 mois-là, j'ai embarqué comme en mode de survie. Donc, est-ce que je mangeais bien? Est-ce que... Non. Fait que tout ce que je voulais, c'est que ma fille allait ces choses. Dans cette période-là, on a eu une période qui était très difficile. Donc, tu sais, qu'on n'avait pas de chauffage ou pas de nourriture à la maison. Il y a des gens qui ont été gentils, un ami, entre autres, tu sais, qui a amené de la nourriture et tout. Mais dans cette période-là, puis tu sais, j'en parle aujourd'hui parce que, je dis, ma fille est rendue à 37 ans. Mais dans ce temps-là, je n'aurais pas parlé, puis pas me faire enlever ma fille non plus. Là, je veux dire, s'il y a des gens autour de moi qui auraient su de qu'est-ce qui se passait chez nous, là. Donc, mais dans tout ça, j'ai été privilégiée, j'ai eu de la chance parce que mes parents, à un moment donné, ont dit non. Là, tu sais, il y a eu un coup de téléphone d'un ami, puis on dit, comme elle est vraiment dans la marde, elle a besoin d'aide. Puis c'est là ce que mes parents ont dit, est-ce que tu veux t'en venir avec nous, retourner dans le nord de l'Ontario? Ou, puis là, moi, j'ai dit non, je ne veux pas retourner dans le nord de l'Ontario, c'est une petite communauté. Pour moi, c'était écrit dans le front, là, que, tu sais, j'étais dans une relation abusive, puis tout ce qui se passait, ma vie, on le voyait en me voyant. So, j'ai dit non. Donc, mes parents ont déménagé. Wow. Fait que, ils ont déménagé, ils sont venus au Québec. Ma soeur, elle a arrêté d'aller à l'école pour me permettre de me reprendre en main et tout ça. Pour garder la petite et tout. Ça, c'était en Ontario parce qu'avant que mes parents déménagent, parce que mes parents, ils travaillaient tous les deux. Donc, j'ai eu beaucoup d'aide. Ma relation, elle a fini. Puis, au courant de ces années-là, mes parents étaient présents. Finalement, on est retourné dans le nord de l'Ontario. Donc, j'ai commencé à travailler. Je demeurais avec mes parents. J'étais bien entourée. Puis, ça a duré de même 2-3 ans. À un moment donné, puis à ce jour, je ne pourrais pas te dire où est-ce que j'ai vu ce livre-là. Mais j'ai le livre, en tout cas, j'ai trouvé le livre de Marie Osmond qui était Behind the Smile.
puis ça parle de dépression postpartum. Donc, j'ai commencé à voir son livre, puis c'est drôle parce que je lis pas en anglais. C'est pas ce que je préfère lire en anglais. Je vais choisir un livre en français. Mais ce livre-là, comme je te dis, je sais pas où je l'ai pris, mais je pense que c'était dû pour le lire. Donc, je lisais son histoire, je me disais, je pense que c'est ça que j'ai eu. Je pense que c'est ça que je vivais. Donc, pour moi, c'était comme, OK, j'ai regardé son livre, puis les choses, puis elle avait donné des entrevues à Oprah, puis à Larry King et tout. Donc, je suivais ça. Puis, en 92, je me souviens d'avoir été à la clinique. J'allais pour un appointement, puis sur une affiche, c'était marqué la dépression postpartum. Connaissez-vous? Puis là, j'étais là, ben, je suis pas folle, là, comme, tu sais, c'est marqué là. Mais jamais je n'aurais parlé à personne. Puis, à ce jour-là, je n'avais pas parlé à personne. En 1995, on était une amie à moi avec sa mère. Puis, il y avait ma mère et moi assis à la table de cuisine. Puis, je pense que c'était une soirée où les entre filles, on se fait des confidences. Donc, il y avait des confidences qui s'étaient dites. Puis, je me souviens d'avoir dit à ma mère, pour la première fois de ma vie, à quelqu'un, puis c'était ma mère, que je pense même que, tu sais, j'ai eu la dépression postpartum. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Puis même, elle a dit, ben, c'est quoi? Puis là, je lui ai raconté un peu. Puis ça lui a fait mal au cœur. Puis, tu sais, comme je lui parlais du livre, qu'est-ce qu'il y avait dans le livre et tout. Puis elle dit, ben, je me suis jamais aperçue de ça. Puis, mais il ne pouvait pas s'en apercevoir parce qu'à ce moment-là, où j'étais dans mon temps, le plus pire pour moi, c'était l'année que j'étais toute seule. Puis c'était avant que ma relation finisse. Donc c'est ça, c'était la première fois que j'en ai parlé. Mais après ça, tu sais, comme on lisait, on en parlait et tout, ma fille, elle l'a vu, je veux dire, elle a entendu parler parce qu'elle avait 10 ans au moment où j'en ai parlé avec ma mère. Ma fille était au courant, bien là, j'imagine qu'elle va savoir plus là, si elle écoute le podcast, mais elle était au courant que j'ai vécu le postpartum. Donc, j'ai appris, puis moi, je pensais que là, j'étais correcte et tout. En 2009, ma fille allait accoucher de mon petit-fils. Puis, je surveillais parce que je me disais, je veux vraiment pas qu'elle passe à travers de qu'est-ce que j'ai passé. Donc, je me disais, je vais surveiller les signes avertisseurs et tout. Mais, allô, c'est pas ça qui est arrivé du tout. La première fois que je garde mon petit-fils, je suis contente, je suis à la maison. Ma fille et son conjoint, ils vont souper chez des amis. Puis là, je suis contente, hein, grand-maman va garder son petit-fils et tout. Donc, il est dans mes bras le soir, puis je le flatte, je le berce, puis je regarde la télévision, puis à un moment donné, il a bâillé, puis juste la manière qu'il a bâillé, puis qu'il s'est étiré, c'était comme si c'était ma fille. Et là, j'ai déclenché. Donc là, les pensées, mais là, la peur, elle embarque. J'avais peur de lui faire mal et tout ça. Puis la panique a embarqué. Donc, j'ai appelé ma fille. J'ai dit, ben il faudrait que tu t'en viennes parce que le petit, il ne file pas. Elle dit, ben qu'est-ce que tu veux dire, môme, qu'il ne file pas? J'ai dit, ben il ne file pas. Fait que je pense que ça serait mieux que tu t'en viennes. Donc, elle s'est envenue là. Elle aussi, c'était son premier enfant, puis qui ne filait pas. Donc, elle est arrivée, puis elle me dit, ben, tu sais, non, il file bien. Puis tout le temps, en attendant qu'il s'en vienne, là, j'avais mis le petit dans son petit lit, puis je la regardais, mais je ne voulais même pas le prendre parce que j'avais peur d'y faire mal. J'étais vraiment déclenchée. Puis là, ben c'est ça, elle dit, ben il a l'air d'être bien. Je dis, OK, ben tu sais, je savais pas, je voulais pas y dire, là, que voici comment je me sens et tout. Donc, ils ont quitté. Mais après ça, là, je me suis juste comme mis à pleurer et dire, ben voyons donc, ça se peut pas qu'après toutes ces années-là, je sois encore poignée avec ces pensées-là, puis je peux pas continuer de même comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fait que je suis retournée, tu sais, comme dans mes outils, dans mes pensées, puis dire, OK, c'est quoi le cheminement que j'ai fait? Retourner dans mes outils, puis me grounder, puis dire, non, maintenant, je suis dans une place qui est sécuritaire. Je suis correcte, j'ai des outils, je suis capable de dealer avec, t'sais. Fait qu'en gros, c'est l'histoire que je voulais partager. Mon but de partager cette histoire-là, parce que le sujet me tient à cœur, puis aussi parce que on n'entend pas parler de dépression postpartum. Puis souvent, dans notre entourage, on a des gens qui vont dire ben, elle n'a pas la fibre maternelle. Tu sais, depuis qu'elle est accouchée, elle ne s'occupe pas bien de bébé. Ou on le voit aussi, on entend parler dans les services aussi, ou dans des maisons d'hébergement, dire qu'on a eu une maman qui avait pas, tu sais, qui avait ses enfants, mais je pense qu'elle a de la misère à créer un lien. Bien, je pense qu'il faut faire attention, puis de surveiller. Ça peut être quelqu'un qui est en dépression postpartum ou que les baby blues, mais comme Geneviève nous a dit, les baby blues, ça dure une période de temps. Après ça, ça peut être la dépression postpartum, mais l'important, c'est qu'il y a des services, puis d'aller consulter, puis d'en parler.
Oui, puis ça peut avoir plusieurs visages aussi. Merci, Sylvie, de nous avoir raconté, toi, comment tu l'as vécu. Puis, ben pour avoir d'autres images en tête, justement, je sais que c'est pas forcément des belles images qu'on aime se rappeler, effectivement, mais Geneviève, je vais te demander, toi aussi, de nous raconter ton histoire. Parfait. J'espère que je ne viendrai pas émotive. Je t'écoutais, puis je disais, comment, mon Dieu. C'est ça. Donc, comme je disais, on avait aménagé dans la région de Toronto. J'ai eu une grossesse, je ne pourrais pas dire vraiment facile. J'ai eu beaucoup de contractions à partir du 5e mois qui m'ont inquiétée. Ça n'a pas été, la vie du bébé n'était pas en danger, tout ça. C'était comme des fausses contractions, puis je me suis habituée à les avoir. L'accouchement a été très pénible. On avait planifié un accouchement à la maison. On avait des sages-femmes, puis c'est ce qu'on voulait. Mais finalement, ça l'a fini à l'hôpital. Je dilatais pas assez rapidement et tout ça. Donc, ça a été un très long accouchement de 28 heures qui a fini avec une ventouse. En tout cas, j'ai presque eu la césarienne. Donc, finalement, mon idéal d'accouchement, c'est pas déroulé. Bébé est en santé. J'étais en santé aussi. J'étais épuisée après mon accouchement. Mais je veux dire, je pense que j'ai vécu... Ça a comme été un premier... Peut-être comme un premier déclencheur, si on veut, ma déception de ne pas avoir eu l'accouchement que je voulais avoir. Un certain deuil, effectivement. Que tu planifiais aussi. Que je planifiais, c'est ça. Puis, j'ai passé 2 nuits sans dormir parce que, bon, la première nuit, mes contractions avaient commencé le soir. J'ai resté tout éveillée toute la nuit. Là, après ça, mon bébé est né à 1h du matin. Mais écoute, quand on vient d'accoucher, on ne tombe pas endormi tout de suite après, hein? Donc, j'ai passé comme 2 nuits blanches. Puis la 3e nuit, j'étais comme encore à l'hôpital, puis ça, puis on se fait tout le temps réveiller, là. Donc, j'ai très peu dormi. Très heureuse d'avoir le bébé. Je pense que tout le monde est... Tu sais, habituellement, on est content d'avoir un bébé et tout ça. Mais moi, ce que j'ai expérimenté, c'est ce qu'on appelle une manie. Donc, un épisode maniaque. Mon humeur était très à la hausse. Donc, oui, j'étais de bonne humeur, mais peut-être trop de bonne humeur, là. Beaucoup d'énergie. J'aurais dû être fatiguée après avoir passé quasiment 3 nuits blanches. Je dormais, mais je ressentais pas vraiment la fatigue. Puis ma mère qui me disait « Va faire une sieste, va te reposer. » Puis on fermait la porte. Puis qu'est-ce que je faisais pendant mes siestes? J'ouvrais mon ordinateur, puis là, j'étais sur Facebook. Puis là, j'écrivais des messages à du monde que j'avais jamais vraiment écrit de messages et tout ça. Donc, mon cerveau allait à toute allure. J'avais beaucoup d'énergie. J'étais pas capable de dormir. J'étais comme en euphorie, si on veut. Tellement là, je disais, c'est le plus beau moment de ma vie, je suis super heureuse et tout ça. Puis, ma mère puis mon mari, bon, pensaient que c'est ça, elle vient d'avoir un bébé, elle est heureuse. Puis, ma mère s'inquiétait un peu parce que je dormais pas beaucoup, mais tu sais, pas plus que ça. J'adore écrire et durant la nuit, entre mes boires, ben j'écrivais. Donc, j'avais commencé une histoire pour enfants, puis les idées. Je me relis aujourd'hui, puis je me dis, oh mon Dieu, j'étais créative. Toutes les idées venaient, là, ça sortait comme ça, là, tu sais. Puis j'avais même préparé un discours parce que je faisais partie des Toastmasters. Puis là, j'avais écrit une partie de discours pendant la nuit aussi, là. Donc, c'était pour vous dire, c'était pas normal. Donc, ça a duré, ça, à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. Puis là, j'ai commencé à avoir des attaques de panique. Je savais pas c'était quoi. Je connaissais pas les symptômes. Donc, j'avais comme une grande anxiété. Puis, j'étais comme, je pourrais pas continuer d'allaiter, ça marche pas. Je me sentais comme tout croche à l'intérieur. Puis là, je savais pas c'était quoi, mais en fait, c'était comme des crises de panique. Puis là, j'ai commencé à avoir des symptômes psychotiques. Encore là, je savais pas c'était quoi. Qu'est-ce que j'entends par symptômes de psychose? J'ai commencé à faire des délires. Donc, moi, c'était comme un peu religieux. Je pensais que le Saint-Esprit ou que Dieu me parlait directement puis me demandait de faire certaines choses, comme par exemple, un de mes délires, je pensais que ma sœur était en grand danger. Elle n'était pas en danger, donc le Saint-Esprit me disait, pendant la nuit, d'aller lui écrire un courriel pour m'assurer qu'elle était correcte, de lui dire que je l'aimais, puis tout ça parce que je pensais qu'il y avait un grand danger là, qui allait se passer. Elle n'est pas du tout en danger. Donc, c'était pas normal. Puis là, il fallait absolument que je le fasse parce que Dieu me demandait, le Saint-Esprit me demandait de faire ça. J'avais une grande peur que mon mari meure. À chaque fois qu'il sortait de la maison, j'étais convaincue que mon mari allait se faire accident d'auto. Il allait à l'épicerie à 2 rues, là. Mais à chaque fois, donc... Là, mon mari a commencé à se poser des questions, là. Puis là, je voulais pas rester toute seule avec le bébé parce que j'avais encore ces crises de panique-là puis cette peur que mon mari allait mourir et tout ça. Donc, on a rencontré ma sage-femme. Puis là, elle a vu qu'il y avait quelque chose. Puis, c'est ça. On l'a rencontré aussi parce que durant la nuit, j'avais des douleurs à une jambe. J'étais
extrême douleur. Puis là, je prenais des Tylenol, puis ça marchait pas. Puis pour se rendre compte, finalement, que moi, je pensais que j'avais un caillou dans le sang, un caillou dans le sang, puis qui se déplaçait dans ma jambe, là. Fait que là, on a parlé de ça à la sage-femme, puis elle était comme, bon, ben là, je pense qu'il faudrait que tu ailles à l'hôpital parce que ça va pas, là. Moi, je pense que tu as besoin d'aller à l'urgence. Donc, mon mari m'a amené à l'urgence. Ils ont fait des tests physiques. Donc, tout pour voir si c'était bactériel. Puis là, je continuais à avoir des crises de panique. Je venais comme tout en sueur, je venais toute rouge. En tout cas, les médecins, ils savaient pas vraiment ce que j'avais. Mais il n'y avait rien dans ma jambe. Donc, aujourd'hui, je comprends que c'était des hallucinations que j'avais, ce qu'on appelle des hallucinations tactiles. Donc, c'est d'avoir des sensations dans notre corps qui n'existent pas parce que l'échographie, tout était normal. Donc, après 24 heures, ils ont passé une batterie de tests, mais ils ne m'ont jamais posé de questions au niveau de ma santé mentale. Pas une question. Puis j'étais là avec mon bébé. Mais juste une question, même s'ils t'en avaient posé, aurais-tu pu y répondre? T'sais, ou c'est ton mari qui aurait fait, ben écoute, ta minute, je sais pas, t'en avais-tu conscience ou pas pensé? Je savais pas du tout ce qui se passait. Non, je n'étais pas capable de voir. Moi, avec mes crises de panique, là, j'étais comme tout ce que je voulais, c'est que ça l'arrête, mais non, j'avais aucune notion de qu'est-ce que j'étais en train de vivre. Donc, effectivement, s'il m'avait posé j'aurais peut-être pu répondre, tu sais, s'il me disait « tu te sens anxieuse », enfin, j'aurais pu répondre certaines questions comme ça, mais de faire le lien que j'étais euphorique, que j'avais beaucoup d'énergie, tout ça, là, moi, je pensais que c'était normal. T'aurais-tu dit, ben c'est parce que moi, le Saint-Esprit me parle. Ah, ben peut-être que je sais. La nuit que j'ai passée à l'hôpital, j'ai passé une nuit, mon mari est allé, ils m'ont gardé comme durant la nuit sous surveillance, puis mon mari est allé dormir à la maison quelques heures. Et puis, je me suis réveillée, j'ai allaité mon bébé, puis quand je me suis réveillée, tout d'un coup, je me sentais super bien. Puis là, j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit « Hey, je pense qu'il y a un miracle qui s'est passé. Je me sens vraiment bien. Hey, je serais capable d'aller courir un marathon. » Je ne l'aurais pas couru, là. Mais ça l'a inquiété l'infirmière. Elle a caché mes souliers pour s'assurer que je quitte pas. Puis là, elle est allée avertir quelqu'un, puis là, ils sont venus pour venir chercher mon bébé. Parce qu'ils s'inquiétaient, là, j'imagine. Même s'ils m'avaient comme pas posé... Elle trouvait que mon comportement était pas normal. Puis là, ben j'ai dit... Là, ça m'a ramené comme sur... Hey, ils vont prendre ils vont amener mon bébé, là. Donc là, j'ai dit, hey, je veux finir de l'allaiter. Vous le prendrez après. Fait que là, ils sont partis. Puis là, j'ai appelé mon mari. J'ai dit, viens-t'en tout de suite. Là, il était genre 4h30 du matin. Je l'ai réveillé. J'ai dit, viens-t'en, ils veulent partir avec le bébé. Entre-temps, lui, il avait commencé à faire des recherches. Il avait parlé à notre sage-femme. Il avait commencé à lire sur Internet. Puis là, ben, il avait lu justement par rapport aux symptômes psychotiques. Puis il s'est dit, waouh, c'est ça qu'elle a, tu sais. Donc, quand il est venu à l'hôpital, il m'a parlé. Puis je disais, hey, je me sens bien, je comprends pas pourquoi ils veulent partir avec mon bébé, avec notre bébé, puis tout ça. Puis il me dit, OK, assis-toi, il faut que je te parle. Puis je pense qu'on avait vraiment on a toujours une excellente relation ensemble, mais je faisais confiance à mon mari, donc je l'ai cru. Il m'a dit, tu sais, Geneviève, ça ressemble à une psychose que tu es en train de faire, tu as besoin de soins et tout ça. Donc, ça m'a comme... Là, j'ai comme réalisé, là, OK, il y a quelque chose de pas normal, tu sais, qui se passe avec moi. Malgré ça, je ne sais pas l'infirmière à qui qu'elle avait parlé, parce que les médecins, le lendemain, ils me sortaient de l'hôpital. Mm-hmm. Puis là, ils me disaient, écoute, tu sais, au niveau de mon anxiété ou ma panique, tu sais, calme-toi, puis tout ça, tu sais. Gère-toi, quasiment. C'était quasiment ça, tu sais. Puis ma sage-femme était là. Puis ma sage-femme, elle disait rien. Elle a comme écouté. Puis quand le médecin est parti, elle m'a regardée. Puis elle a dit, t'es-tu satisfaite avec ça? Tu veux-tu retourner à la maison? Puis là, ben moi, je me rappelais ce que mon mari m'avait dit. Puis j'ai dit, non, je veux pas retourner à la maison. Il y a quelque chose. Donc, grâce à ma sage-femme, elle m'a mis en contact avec une travailleuse sociale qui, elle, m'a posé des questions sur ma santé mentale. Puis là, mon mari était là. Puis là, mon mari m'a aidé. Il y avait comme une liste de symptômes, puis on cochait, puis j'en avais coché plusieurs, puis j'avais coché aussi des symptômes psychotiques. Fait que là, ça lui a comme fait... Puis elle m'a mis en contact avec un psychiatre de l'hôpital. Je suis restée hospitalisée une semaine. Le psychiatre, après 2 visites, m'a diagnostiqué. Donc, en fait, le diagnostic que j'ai reçu, c'est un trouble bipolaire avec début lors du postpartum. Donc, j'étais en épisode de manie. Donc, un trouble bipolaire, c'est ça. On a comme un épisode de manie, puis après ça, on a comme une dépression. Moi, j'étais en épisode de manie. Puis, ce qui arrive avec la manie, c'est que lorsque ça s'aggrave, il y a des symptômes psychotiques qui peuvent apparaître aussi. Puis, c'est ça que j'ai vécu. Donc, ils m'ont médicamenté.
Et puis, c'est ça. Donc, j'avais un trouble bipolaire avec début lors du postpartum. J'avais aucun historique familial, aucun symptôme avant. J'avais jamais fait de dépression, jamais fait de manie, rien. Donc, ça a été un choc. Ça a vraiment été... Vraiment. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? On m'a jamais parlé de ça. Écoute, je savais un peu les blues. Je me rappelle mon cours prénatal, on avait parlé de dépression, mais c'est tout. Puis moi, je me disais, j'aurais pas ça. Moi, je suis en bonne santé, tu sais. J'ai une bonne santé mentale, j'aurais pas ça. Donc, ça nous a pris vraiment par surprise. Mais c'est ça. Donc, je suis restée une semaine. Ils m'ont donné des médicaments. Et puis, je me rappelle encore, c'est très clair dans même si à un moment donné, là, je faisais des hauts et des bas, la médication était efficace le matin, l'après-midi, je repartais. Là. Tu sais, ça a été le temps d'ajuster ma médication puis que ça fasse effet. Ça prend un bout de temps, tu sais, c'est pas instantané. Ouais. Par contre, je me rappelle la première dose que j'ai reçue, je me suis réveillée le lendemain matin à 5 heures, puis d'un coup, j'avais les idées claires. Puis là, je suis partie à pleurer. Là, je me suis dit, wow, c'est grave ce que je suis en train de vivre. Là. C'est comme si je suis retombée sur terre. Là, oui, ça, c'est normal. Ça, avant, c'était peut-être pas tout à fait. Ça fait que là, ça a été... Puis après, bon, j'ai pleuré et tout ça. J'ai beaucoup écrit. Puis c'est ça, j'ai écrit mon livre par après. Mais, tu sais, j'étais tout ça. Donc, j'ai mis beaucoup sur papier, mes émotions, comment je me sentais, tout ça. Et puis, durant cette semaine-là, c'est là que ma passion pour la santé mentale elle a commencé. Je me suis dit, hey, c'est dur ce que je suis en train de vivre. Moi, s'il y a d'autres familles qui vivent ça, je vais être capable de les aider. Donc, j'ai comme pris un engagement envers moi-même qu'un jour, moi, je vais aider les familles qui traversent quelque chose de difficile comme ça. Donc, c'est ça. Je suis retournée à la maison. Je pourrais dire que ça c'était début octobre. À partir là, du mois de novembre, là, ça commençait déjà comme à mieux aller. Là. Mais j'avais perdu confiance en moi parce que là, est-ce que je peux faire confiance à comment je me sens? J'avais peur de conduire, d'être tout seul avec le bébé parce qu'on m'avait dit, on me retournait à la maison, mais on m'avait dit, il faut toujours qu'elle ait une présence avec toi. Parce que ce qui peut arriver, c'était pas mon cas, mais avec des personnes qui vivent une psychose ou des symptômes psychotiques qui sont très, très graves, bien, ça peut mener peut-être à se faire du mal, puis à faire du mal à un bébé. Alors là, c'était pas mon cas, j'ai jamais eu de pensée comme ça, mais quand même, c'était pour une protection. Donc, mon mari travaillait de la maison, il était tout le temps là. Mais parce qu'on m'avait dit ça, j'avais peur comme de rester tout seul, tu sais, avec mon bébé. Mais c'est ça, ça s'est replacé tranquillement. J'ai regagné ma confiance. Aux alentours de Noël, j'ai commencé à faire beaucoup d'anxiété, puis je n'étais pas capable d'identifier que c'était ça aussi, puis j'ai commencé à avoir des symptômes là, de dépression aussi. Mon psychiatre m'avait prévenu, nous avait dit, bon, tu as passé un épisode de manie, c'est un trouble bipolaire, donc ça se peut, pas sûr, mais ça se peut que tu aies des symptômes de dépression. Puis tu sais, comme tu disais, Sylvie, tu sais, on est dedans, on le reconnaît pas, hein? On vit ça, on trouve ça difficile, mais je n'étais pas capable de mettre même si le psychiatre m'avait comme averti. Donc, mes symptômes, j'avais vraiment une perte. Tu sais, c'est le temps de Noël, j'étais avec ma famille, là. D'habitude, écoute, les cadeaux, le souper, je n'avais aucune joie, aucun intérêt. Puis là, je me sentais coupable. J'aimerais, je serais supposée d'être de bonne humeur. Mon bébé, je le voyais comme une grosse tâche, je m'occupais de mon bébé. L'allaitement allait très bien, mais c'était comme une corvée, là. Puis là, le matin, quand je me réveillais, je l'allaitais. Puis là, je disais à mon mari, prends le bébé. Puis là, j'allais me recoucher. Puis pas d'énergie. C'est ça. Puis là, je me sentais mal. Je devais pas être une bonne mère parce que je sentais pas d'amour envers mon bébé, là. Tu sais, c'était lourd, là. Puis là, tout le monde me disait, « Ah, tu dois être contente, maman. » Oui, mais dans ma tête, c'était comme si vous saviez comment je me sens, tu sais. Donc, j'avais vraiment une culpabilité. Puis c'est ça, pas d'énergie, tout ça. Puis là, ben, à un moment donné, un matin, je pleurais. Puis là, mon mari, là, j'étais en pyjama, je pleurais. Puis j'étais comme, c'est trop gros, là. Puis là, j'avais un rendez-vous avec mon psychiatre. Fait que là, mon mari dit comme, viens, on va en parler. Puis là, j'étais en pleurs dans le bureau de mon psychiatre. Puis ben, tu sais, il l'a bien vu, là, tu sais, il m'a diagnostiqué, puis il a dit, tu es dans une dépression modérée. Donc, il m'a pris à temps, je n'étais pas sévère encore. C'était modéré, mais c'est ça. Donc, il m'a mis aux antidépresseurs. Puis, parce qu'on m'a pris quand même à temps, ça ne s'est pas prolongé là, super longtemps. Tu sais, la médication a fait effet. J'ai été chanceuse, j'ai tombé sur une bonne médication. Ça l'a fait effet, puis j'ai relevé là, de ma dépression. Mais est-ce qu'il y a des facteurs qui déclenchent ça? Est-ce que c'est lié aux hormones, mettons, parce que notre corps est tout chamboulé
ou c'est parce que on change de vie complètement aussi, là, en même temps, quand on a un enfant, surtout le premier, là? Moi, je dirais que c'est tout ça. C'est un mélange, un ensemble de facteurs. Oui, il y a beaucoup... C'est ça, si on parle comme de facteurs de risque ou qu'est-ce qui déclenche ça, c'est souvent une question que les parents qui ont ça se disent, bien là, d'où ça vient? Ça, surtout moi, que j'avais pas des références d'antécédents et tout ça. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer ça. Donc, c'est sûr que le premier, si on a déjà vécu, si c'est une autre grossesse, puis qu'on a déjà vécu un trouble de l'humeur, du postpartum, une dépression postpartum avant, bien, on a plus de chances de l'avoir une deuxième fois. S'il y a un historique familial, moi, il n'y avait pas vraiment d'historique familial. Mais ça peut être aussi des gens qui sont plus sensibles aux changements hormonaux. Tu parlais des changements hormonaux, donc des personnes qui ont eu, des symptômes prémenstruels très prononcés, qui ont réagi à la prise de pilule, donc, tu sais, qui ont de la difficulté un petit peu avec les hormones, c'est un facteur de risque aussi. Ça se peut parce qu'on sait qu'après l'accouchement, il y a un changement d'hormones, il y a vraiment une diminution. Là, je ne me rappelle plus l'œstrogène, progestérone et tout ça. Là, donc, il y a vraiment une chute d'hormones. Puis, ça peut être un déclencheur, ça aussi. Bien, justement, les baby blues, on dit souvent, c'est comme un changement hormonal. C'est ça qui fait qu'on a comme, les baby blues. Périodes qui durent plus longtemps, là, la quarantaine et tout ça. Oui, bien, c'est ça. Puis, des fois, plus que la quarantaine. Des personnes, des fois, qui ont des troubles avec leur glande thyroïde, qui ont du diabète, sont plus à risque aussi. Des personnes qui ont vécu des gros stress, un déménagement. Un déménagement dans une grosse ville, qui a peut-être eu des problèmes de fertilité au début. Tu sais que ça a pris du temps avant de tomber enceinte, puis qui ont eu des traitements de fertilité. Ça aussi, ça peut être un facteur de risque là, pour la dépression postpartum ou d'autres troubles de l'humeur du postpartum. Des conditions de parentalité stressantes. Vous me parliez que vous étiez dans une relation... que abusive, tu étais dans une relation abusive, donc tu n'avais pas le soutien dont tu avais besoin. Donc, des personnes qui n'ont pas tout le soutien dont ils ont besoin quand que le bébé arrive, sont dans une relation plus difficile. Oui, ça peut être un facteur de risque. On parle même aussi des fois, des parents qui ont des jumeaux. Déjà un bébé, mais tu sais, des jumeaux, des triplets, bien, tu sais, on manque de sommeil et tout ça. Donc, tu sais, ça peut... C'est ça, c'est comme des facteurs de risque, des fois des mamans, des parents monoparentales ou des familles de militaires, tu sais, que le conjoint s'en va, puis tu sais, que la conjointe reste avec son enfant toute seule, tu sais. Puis, tu sais, c'est le premier enfant, comme on disait, tu n'as pas de référence, tu n'as pas d'expérience, tu ne sais pas si tu fais bien les choses ou qu'est-ce qu'il y a à faire, donc... Tu sais, il y a des facteurs, c'est des facteurs de risque, mais on peut avoir des facteurs aggravants aussi. Ce que j'entends par là, c'est qu'il peut y avoir eu des complications durant la grossesse, qui fait que, tu sais, ça l'a amené du stress. Le bébé a peut-être été... Tu sais, les bébés qui sont en soins intensifs aussi, c'est stressant, c'est un gros stress. Ça. Bien, des fois, tu sais, ça peut être un facteur qui peut amener ça aussi, des troubles de l'humeur. Le manque de sommeil. Mais oui. Le manque de sommeil, tu sais. Donc, j'écoutais ton histoire, là. Oui, tu étais comme en manque de sommeil grave aussi. Ça peut être aussi des personnes qui ont vécu des abus sexuels aussi, puis que là, la venue d'un enfant comme trigger, comme on dit, et tout ça, ça peut... oui. Et des parents qui sont très perfectionnistes. Tu sais, avoir un bébé, là, on peut pas avoir la maison aussi propre, on peut pas, tu sais, que tout soit rangé, faire tous les repas santé, tu sais. Donc, on est plus à risque un petit peu quand... Je te dis pas que parce qu'on est perfectionniste qu'on va avoir un trouble de l'humeur, mais ça peut jouer aussi. Ça l'arrive-tu plus souvent à la première grossesse? C'est-tu plus fréquent que c'est la première grossesse ou ça l'arrive autant à la deuxième qu'à la troisième? Moi, je ne pourrais pas répondre, j'ai eu juste une grossesse. Oui. Oui, tout. Mais je sais pas en termes de statistiques. J'ai pas les statistiques, je vais être franche, j'ai pas les statistiques, mais j'entends des gens qui peuvent l'avoir... à une deuxième grossesse. Puis qu'ils l'ont pas eu à la première, admettons. Je pense que oui. Mais mettons qu'on parle de jumeaux, mettons que les jumeaux arrivent puis que c'est les troisième ou quatrième grossesses. Je sais pas. Ben aussi, c'est une bonne question, mais je vais le rechercher, ça, en effet. Je sais pas. Mais si on l'a une première fois, oui, on est, comme je disais tout à l'heure, on est plus à risque dans une deuxième grossesse. Mais c'est pas forcément. Non. J'ai eu un deuxième enfant. On a décidé d'avoir un deuxième enfant. Puis ça, j'ai chapeau à mon psychiatre qui était merveilleux. Puis on en a discuté, là. C'est quoi mes risques? Tu sais, que j'ai une rechute. Puis il nous a vraiment préparé. Il dit, vous connaissez les symptômes, le soutien, le sommeil, ça va être super important. Donc, aussitôt que je sortais de l'hôpital, ma mère s'en venait. Dans les semaines après, ça a été ma belle-sœur qui est venue. Mon mari travaillait de la maison. Mon fils était assez vieux pour être à l'école. Donc, dès que ma fille... pas mal d'années? 5 ans. OK. Oui, parce que le temps que je me rétablisse, après, tu sais, j'ai pris un congé maternité d'1 an, et puis après ça, je suis retournée au travail.
J'ai pas eu de rechute, ça allait bien. Mon anxiété, un petit peu de haut et de bas, mais rien de majeur. J'étais médicamentée. Je le suis encore d'ailleurs. Mais j'ai perdu mon... Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, on a attendu vraiment de se stabiliser puis de se dire, OK, on est-tu prêt? Puis après 3 ans, on était comme, oui, OK, on est prêt. Et puis, on en a discuté avec mon psychiatre, mais c'est ça. Je ne suis pas tombée enceinte tout de suite. Non. Ça a été plus long. Puis oui, j'étais allée en fertilité la 2e fois aussi. L'âge, il jouait. Donc, j'avais la fin de la trentaine. Donc, ça a été un petit peu plus difficile de tomber enceinte, ce qui fait qu'on a eu une distance de 5 ans, mais qui a bien fait parce que dans ma deuxième... après mon deuxième postpartum, congé de maternité, mais mon fils était à l'école, mon bébé dormait, je dormais. Oui. J'allais me coucher quand mon bébé dormait. Donc, puis tu sais, les nuits, mon mari pouvait m'aider aussi et tout ça. Donc, j'ai fait très, très, très attention à mon sommeil. Je n'ai pas eu de rechute la 2e fois. Un peu d'anxiété. On a ajusté ma dose de médicaments. Mais c'est ça, on savait quoi faire, on connaissait les symptômes, l'expérience. Ça leur aurait pu arriver. Oui. Je suis pas en train de dire on peut se préparer. Oui. On peut tout faire. Il y a des parents qui ont le soutien maximum puis qui ont quand même... que ça arrive quand même. Mais on a quand même aidé à... On a mis en place... On l'a planifié. Ouais. Mais là, tu as dit quelque chose, tu dis « je le suis encore médicamentée ». Oui. Est-ce que la bipolarité est demeurée? C'est ça que j'entends? Ou... C'est qu'on a essayé d'enlever la médication. On l'a essayé après... Mon fils avait presque 3 ans. Et puis, ce que ça a fait lorsque j'ai complètement tombé, pas de médication, c'est que j'avais beaucoup, beaucoup d'anxiété. C'était pas tolérable, c'était pas fonctionnel. Donc, mon psychiatre a dit, ça a l'air que ça va rester comme pour le reste de ma vie. Probablement plus parce que c'est ça, c'est comme un trouble bipolaire. Mais j'ai pas eu de rechute en 12 ans. Mon fils a 12 ans. Ouais. Ça, comme j'ai dit, j'ai eu quelques petits hauts et bas. Donc, mettons un 3 jours que j'étais comme, oups, un petit peu sur un high. Après ça, oups, un 3 jours un petit peu plus dépressive. Mais, tu sais, rien de majeur, là, comme mais ça. Mais tu sais, je peux voir, parce que si c'est un changement hormonal, tu sais, c'est un débalancement, ça ne veut pas dire que ça revient à 100 %, là. Non. Mais je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui prennent la médication à cause d'un trouble de l'humeur du postpartum vont garder la médication toute la vie. Non, pas forcément non plus. Non, ça a été ma situation, mais il y a plein de parents qui vont le faire temporairement pour aider avec les symptômes, puis qu'après un certain moment, avec l'accord de leur médecin, graduellement, puis ça ne revient pas. Ouais. Puis, avec le recul, tu me dis il y a 12 ans maintenant. Avec 12 ans de recul, est-ce que tu te dis, tu dis, j'avais pas d'antécédents, si c'est ça, est-ce que tu vois quand même que peut-être tu avais déjà eu un peu des phases, mais que c'était beaucoup plus soft, admettons, ou t'avais-tu déjà une tendance à être quelqu'un qui embarque dans un projet à fond de train, se donne entièrement, puis sans nécessairement avoir la phase dépressive, mais un petit peu maniaque, ou sweet nothing? Rien pantoute. Je suis pas capable de voir. Donc, c'est pour ça que ça me questionnait beaucoup. Oui. Puis c'est pour ça que quand j'ai commencé à lire les facteurs de risque, et puis, bon, après ça, ça a été dans ma carrière aussi, j'ai eu à changer d'école quand même assez souvent. J'ai travaillé en milieu défavorisé. J'ai beaucoup aimé mon travail, mais j'ai eu des conditions de travail qui étaient quand même stressantes. Avant ma grossesse, je me suis mariée. J'ai quitté mon emploi permanent à Québec. J'ai déménagé dans une nouvelle ville. Je suis tombée enceinte très rapidement. J'ai pas eu une grossesse. Donc, moi, je pense que ce qui a comme déclenché tout ça, c'est les stress accumulés dans ma vie qui fait, puis là, ça a comme, puis là, le manque de sommeil et tout ça fait que ça a comme déclenché quelque chose parce qu'au niveau de mon humeur, peut-être dans mes syndromes prémenstruels, là, que j'avais une tendance à être un petit peu plus down, mais je peux pas dire que j'ai vu comme des cycles ou tout ça. Puis ce qui fait que j'ai pas eu de rechute, peut-être, tu sais, dans le fond, mon diagnostic, c'était avec début lors du postpartum. C'était peut-être juste aussi relié au postpartum, parce que, tu sais, je ne l'ai pas eu la 2e fois. Si je garde ma médication, peut-être parce que, je sais pas, c'est ça. Mon anxiété est comme restée là. Parce qu'au niveau des hormones, c'est ça. Mais, tu sais, comme je mentionnais dans tu sais, les débuts, tu sais pas si c'est-tu normal ce qu'on vit ou quoi que ce soit, on le sait pas. Fait que, puis là, j'étais en train de perdre, je voulais ajouter quelque chose sur qu'est-ce que tu disais, puis j'ai perdu mon idée. Ça arrive des fois. Ça arrive des fois, mais
Mais Elle va c'est peut-être ça. t'en revenir, Elle puis va me revenir. écoute, lève la Oui. main si Oui, jamais je ça te lèverai la revient. Mais tantôt, tu parlais de d'autres troubles de l'humeur Oui. aussi que le postpartum peut provoquer, dans le Oui. fond, qui est lié. Est-ce que tu as d'autres histoires de maman, des exemples que tu peux me donner pour que les gens qui nous écoutent aient pas des images, là, mais sachent un peu jusqu'à où ça peut aller, quel visage ça prend, dans le fond? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, on entend beaucoup la dépression postpartum parce que c'est ça, je pense que c'est le trouble le plus commun qu'on peut avoir dans les troubles. Quand je dis les troubles de l'humeur et de l'anxiété du postpartum, quand on parle de troubles de l'humeur, c'est que ça affecte notre humeur, comme c'est ça le trouble bipolaire, la manie, c'est ça la dépression. Quand on vit une psychose aussi, hein, ça joue là-dessus. Mais donc, la psychose du postpartum est aussi un trouble de l'humeur du postpartum, donc quand on a des symptômes psychotiques, et ça, des délires, des hallucinations, on n'est pas dans la réalité, tout ça. Donc, ça c'est rare. Ça arrive de 1 à 2 par an sur 1000. Donc, c'est pas, Mais c'est Geneviève, rare. tu sais, d'avoir ces pensées-là, Oui. les pensées qui font peur, là, tu sais, Oui. comme je disais, je te mentionnais pour ma fille, je donnais le bain, tout ça. Tu sais, quand je la flattais, je regardais son petit poignet, c'était petit, puis je pourrais juste le casser, puis comme... Comment qu'on fait la différence, hein? Oui, comme c'est là où c'est ça, je me souviens, c'est ça que je voulais dire tantôt, tu sais, comme autant qu'on le sait qu'on le fera pas, mais c'est là quand même, on a ces pensées-là quand même, puis comment est-ce qu'on... Tu sais, oui, aujourd'hui, je suis capable de dire, ben quand tu dis que c'était des stress, tu sais, une accumulation de stress et tout ça, oui, dans la relation abusive, comme je disais, tu sais, il est arrivé une période où il s'est passé plein de choses, puis que j'ai embarqué en mode de survie, puis Ben oui. on a continué. Mais, tu sais, comme ces pensées-là. C'est ça. On appelle ça, en anglais, ils disent des scary thoughts ou intrusive thoughts, donc des pensées épeurantes ou des pensées intrusives. C'est ça. La majorité des parents en ont. Ça, je parle de papa, maman, les deux. Normal, là, qui ne vivent pas de Qui n'ont dépression. pas de postpartum. dépression, on en a des pensées comme ça. Puis là, on n'en parle pas, hein, c'est très tabou, hein, je veux dire, ce que tu me disais, là. Non. Parce qu'on pense que nos pensées sont là comme si on faisait mal au bébé ou on s'imagine faire mal au bébé. Ce qui est super important de se rappeler, c'est que si on a ces pensées-là, puis qu'après ça, on se dit, mais mon Dieu, c'est pas moi, ça. Je ferais jamais ça. Tu sais, tu me disais, tu avais une culpabilité, après, tu avais de la honte. Ça, là, c'est plate, c'est plate à dire dans le sens que c'est plate de vivre ça, mais c'est bon signe. Ça veut dire que tu es consciente que tu ne passeras pas à l'acte. Donc, ces pensées-là, c'est très, très, très fréquent. C'est en haut de 90% des parents qui ont des pensées comme ça. C'est quand même beaucoup. C'est un, par exemple, qu'on peut entendre. On est en haut de l'escalier, puis on a notre bébé, puis on veut descendre l'escalier, puis oups, dans notre tête, on s'imagine, tu sais, échapper notre bébé. Ouais. Donc, ça peut être des fois des pensées où est-ce que c'est du mal qui arrive à notre bébé, pas intentionnel, mais des fois, c'est même, on s'imagine même intentionnellement faire du mal. Comme, tu sais, tu disais, si je pourrais prendre son poignet, tu sais. Donc, c'est là où est-ce qu'on se dit, mais mon Dieu, comment ça, j'ai ces pensées-là? Mais si on a de l'anxiété, c'est ça, de la culpabilité, de la honte qui vient par rapport à ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'on ne passera pas à l'acte. Donc, des parents qui ont des pensées comme ça, puis qui sont conscients que ces pensées-là ne sont pas normales, ne passeront pas à l'acte. Tu sais, je me souviens que là, je devais finir de donner son bain, l'habiller, tout ça, puis je broyais tout le long, là, parce que... Puis j'avais peur, là, tu sais, je me parlais comme, « Hey, tu peux pas faire ça, là, tu sais. » C'est ça. Comme... Ceux qui passent à l'acte, je parle de psychose tout à l'heure, puis pourquoi que la psychose, pourquoi que moi je suis allée à l'hôpital, puis pourquoi que c'est une urgence vraiment d'aller à l'hôpital quand on a des symptômes psychotiques, c'est parce que là, à ce moment-là, ces pensées-là de faire mal au bébé, ça fait partie d'un délire. Donc, le parent peut comme, oh, j'ai entendu une voix qui me dit que mon enfant, c'est un mauvais esprit, un démon. Ouais. C'est ça, comme puis il faut l'histoire que tu disais pour ta sœur, hein, que tu pensais que ta sœur était en danger, puis tu devais aller écrire le courriel. C'est ça, c'était... Tu aurais pu avoir une voix qui... J'aurais pu avoir une voix qui me disait... Oui, c'est ça. De faire mal à ton enfant. Oui, que j'aurais pu... Oui, moi, je me suis pas rendue là, puis c'est pas toutes les personnes... Encore là, c'est très important à mentionner, c'est pas tous les parents qui ont une psychose qui vont avoir des pensées de se faire du mal ou de faire du mal à leur bébé. Mais ce qui arrive, c'est quand ils ont ces pensées-là, ils pensent que c'est normal parce qu'ils sont en délire, ils ont des hallucinations, mais ils pensent qu'ils doivent le faire. La différence, c'est « I have to ». I should harm my baby. C'est quand ils se mettent à penser comme ça parce que quelqu'un qui leur demande de le faire. Alors là, on ne parle pas du tout de la même affaire. Là, on parle vraiment de pensée psychotique. Puis là, c'est comme,
911 où on se rend à l'urgence. Oui, ça, c'est là. le plus, j'imagine, le plus Sévère. dangereux, C'est le plus urgent. sévère, mais c'est le plus rare aussi. Oui. Tu sais, puis c'est seulement dans ceux qui ont des psychoses, c'est de 4 à 5 qu'il y a l'infanticide qu'on appelle. Donc, OK. dans 1 sur 2 cas sur 1000 qui a une psychose, mais dans ces cas-là, il y en a 5 mais c'est pour ça quand même que ça demeure une urgence, parce que il y a des risques il y a réels. des, il y a c'est des un trop, risques ouais. réels. OK. Donc là, je vous parle du plus... Ouais, le du plus pire. grand, le pire, Oui. là, ça, on parle, Oui. puis c'est encore, c'est rare. Mais tu sais, il peut y avoir comme trouble aussi de l'anxiété. C'est ça, des gens qui ont de l'anxiété postpartum avec des crises de panique. Aussi, je l'ai faite aussi, donc ça aussi. On peut avoir un trouble obsessif-compulsif aussi du postpartum. Donc, les personnes qui ont des pensées peurantes, je parle pas de psychose, les pensées peurantes qui en ont conscience, mais que c'est pas gérable. Que dans leur quotidien, c'est tellement intense, ces pensées, ça revient tellement souvent qu'ils ne sont pas capables de fonctionner normalement. Puis là, qu'ils développent tu sais, comme par exemple, ils vont cacher les ciseaux, ils vont faire des gestes pour protéger leur bébé, mais c'est excessif, là. Alors là, à ce moment-là, oui, ça peut être un trouble obsessif-compulsif là, du postpartum Ouais. à ce moment-là. Moi, quand que la petite avait 2 ans, donc mes parents étaient déménagés, puis la petite avait 2 ans, fait que ma mère elle me dit, il y avait des ateliers éducatifs, on habitait à Trois-Rivières, puis ils pouvaient commencer à 2 ans, donc ils faisaient des activités de la gymnastique et tout ça, puis à travers l'atelier éducatif. Puis c'était 3 demi-journées. Fait que ma mère a dit, ben peut-être tu devrais l'inscrire et tout. Hein? Parce qu'il faut dire que je suis partie de, j'ai peur d'y faire mal et tout. Puis là, j'ai embarqué dans une phase où je voulais pas que personne prenne ma petite, à part que ma mère, puis moi, puis mon père. Tu sais, s'il y avait des tantes, ma grand-mère, non, je veux pas vous y faites mal et tout ça. Donc, j'ai embarqué dans ça. Puis je me souviens que la petite allait à la garderie, à l'atelier éducatif, puis il leur faisait faire des dessins, puis il me montrait à faire des bonhommes. Puis à un moment donné, je suis allée chercher la petite, puis l'éducatrice, elle me dit, « Sylvie, as-tu remarqué que ta fille, quand elle fait un bonhomme, elle dessine jamais de nez dans son bonhomme? » Puis elle dit, on lui a montré, là, comme faire un visage, elle fait les yeux, la bouche, mais elle faisait jamais de nez. Puis elle dit, on lui a montré. Fait que quand elle est arrivée à la maison, ce soir, je disais, ben, tu sais, pourquoi tu fais pas de nez dans tes bonhommes, tu sais? Ben, je sais pas. Puis je dis, ben, parce qu'un bonhomme, ça devrait avoir un nez. Tu sais, comme toi, tu as 2 yeux, un nez, une bouche et tout ça. Fait que 2-3 jours après, je vais rechercher la petite. Puis là, il avait fait d'autres bonhommes. Puis l'éducatrice a dit, viens voir. Elle dit, Vicky, elle a fait un dessin, tu sais. Puis elle monte le bonhomme. Puis le bonhomme avait 10 nez. Oh. Un à côté de l'autre. Fait que j'ai dit, bon, ben, écoutons, tu sais, c'est tout ou rien. Mais elle m'a expliqué que pour la petite, OK, comme je la surprotégeais, c'était un chose de surprotection, hein. Fait que pour elle, c'était comme, inconsciemment, je l'empêchais de respirer. Puis j'ai fait ça longtemps, là, comme, on a été chanceux, c'est qu'on habitait avec mes parents parce que je ne voulais pas qu'elle aille au dépanneur, je ne voulais pas qu'elle se promène en bicycle, je ne voulais pas qu'elle sorte de la cour, je ne voulais pas qu'elle ait d'autres amis, tu sais, puis ma mère, à un moment donné, elle disait, ben non, on va faire des clôtures de 8 pieds, puis tout ça. Puis là, moi, j'étais bien d'accord avec ça et tout, tu sais. Fait qu'il a fallu remettre le balancier, tu sais, rebalancer les affaires, là, parce que j'ai passé d'un extrême à l'autre, là. Les choses se sont placées, mais tu sais, c'est juste que qu'est-ce qu'on vit au moment de la dépression postpartum? Oui, tu sais, comme toi, tu dis, il y en a qui développent des tocs, mais il y en a qui développent d'autres choses aussi, tu sais, comme dans ce sens-là. Caroline, puis ça a duré combien de temps, tu dirais, Ben, je te la dis, surprotection? ben, je te dirais jusqu'au temps qu'elle ait... j'ai 9 ans en tête. Où ce que là, OK. les choses ont commencé à se placer, puis... mais 9 ans, là, que c'était difficile pour moi, comme de la laisser aller, c'était très encadré. Mais comme je dis, tu sais, j'étais chanceuse parce qu'on habitait avec mes parents, puis eux autres étaient capables de mettre un peu Ouais. de normalité. Puis eux autres comprenaient, tu sais, de où ce que je venais, puis de où ce que je Ouais. partais, là, et tout ça. Fait que, Puis si on parle de... J'utilise le mot parent pour être très inclusive aussi, mais si on parle de papa, hein, les papas peuvent avoir des pensées peurantes aussi. Quand je dis que c'est 90 là, les papas aussi en ont. Puis moi, je me rappelle pas en avoir eu. Bien, pas à ce point-là. J'ai pas de souvenir vraiment de pensées épeurantes. Oui, des fois, comme je dis, le fameux exemple, j'étais en haut de l'escalier, puis d'un coup, je disais, j'espère que j'achèterai pas mon bébé en bas, là, mais à part de ça, j'ai pas vraiment, je me rappelle, j'en ai eu, mais j'en ai pas probablement de souvenir. Mon mari, ça a été intense. Ah ouais? Oui, ça a été intense. Puis je le savais pas, j'avais pas lu encore vraiment par rapport à ça.
Puis c'est par après, dans toute mon éducation que j'ai faite, que je me suis dit, mais voyons, c'était des pensées peurantes que tu avais, parce qu'il se sentait même mal à l'aise de me dire le contenu de ses pensées, à quel point c'était... Puis est-ce qu'il t'en avait violent. parlé avec Ah, que toi, oui. t'en parles de ça? Ou... Il a commencé à m'en parler parce qu'à un moment donné, il me dit, il voulait pas me dire c'était quoi, mais il dit Geneviève, il dit, j'ai des pensées qui me font peur, tu sais, par rapport au bébé, puis tout ça, fait que, par rapport à notre fille. Puis, ben mon mari, en fait... Pas au petit, mais à ma deuxième, oui. Pas, À la deuxième. avec mon premier, non. C'était avec ma deuxième. Puis mon mari, lui, en fait, moi, j'ai eu un trouble bipolaire après la naissance de mon premier, mais lui a eu un trouble bipolaire qui s'est déclenché, pas qui s'est déclenché, il avait des symptômes avant, mais 3 ans après moi. Mais lui, il avait un historique familial, puis il avait eu, avec le recul, là, il y avait eu des changements. Mais il ne savait pas vraiment, mais là, il a été très dépressif. Puis là, ben, c'est ça, il y avait un psychiatre. Fait que là, je dis, va parler à ton psychiatre de ça. Donc, ils ont trouvé comme un trouble obsessif-compulsif, là, parce que lui, ses pensées, ça l'empêchait de fonctionner normalement. Puis là, quand on en a parlé vraiment de façon ouverte, puis il m'a confié de ce qu'il avait comme pensée, là, ben c'est ça. C'était des pensées épeurantes, puis de faire mal à la petite, finalement, là, mais il reconnaissait, il était comme, il ne voulait pas vivre avec ça, mais il ne comprenait pas, dans le fond, pourquoi il y avait ça. Mais moi, je l'ai compris par après, puis j'ai expliqué, j'ai dit, chérie, c'est ça. C'était des pensées épeurantes que tu avais. Puis, tu sais, je dois dire que le sentiment de culpabilité puis de honte, je sais pas s'il va partir un jour. Tu sais, je travaille, puis je suis bien consciente, puis j'ai donné tous T'aimes ta les fille? outils. Oui, j'aime ma fille, mon petit-fils et tout ça. Mais ces sentiments-là, c'est encore là. Tu sais, dire, je peux pas croire que j'ai eu ces sentiments-là, puis ces pensées-là. Puis je vis encore avec. Wow. Je peux seulement imaginer. Puis, tu sais, si on en parlait plus aussi, là. Oui. Tu sais, on n'ose pas en parler parce qu'on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont prendre mon bébé et tout ça, là, tu sais. Mais c'est pour ça que moi, j'en parle ouvertement parce que je me dis, c'est très commun. C'est très commun d'avoir des pensées comme ça. Puis c'est normal. C'est dans le sens que, oui, ça arrive. Puis ça, c'est... D'où ça vient, ça, c'est vraiment le cerveau, quand on accouche, il y a vraiment un gros changement au niveau des hormones aussi. Puis notre cerveau veut comme protéger. Puis là, toute cette transition-là, le manque de sommeil, le stress d'avoir un nouveau bébé, là, c'est comme si là, le cerveau, là, il se met à avoir des pensées comme ça. Mais là, c'est comme ça nous amène à protéger encore plus notre bébé. Tu sais, on veut... Mais comme tu dis, c'est normal de vivre cette situation anormale. Oui. Right? Ouais. Mais quand est-ce qu'on s'inquiète? Quand est-ce qu'on consulte? Quand est-ce qu'on s'inquiète? Exact. Ouais. Super bonne question. Au niveau comme des pensées épeurantes, comme je mentionnais tout à l'heure, quand on n'est plus capable de fonctionner normalement. Ouais. Tu sais, on peut avoir une pensée comme ça puis de dire, bon, OK, je suis en train d'avoir cette pensée-là. OK, tu sais, je vais arrêter. On change les idées, tout ça. Mais si ça ne fonctionne pas, puis que ça l'empêche de fonctionner, puis là qu'on développe justement des comportements de... vraiment pour s'assurer que le bébé est en sécurité, mais tu sais que c'est excessif, là, puis qu'on a constamment ces pensées dans la tête, bien là, il faut aller consulter, il faut aller chercher de l'aide, il faut en parler. Parlez-en à quelqu'un de confiance, que vous savez qu'il ne va pas juger non plus, là. Tu sais, ça peut être un partenaire, ça peut être une amie, ça peut être un parent, ça peut être... Puis moi, je dirais, aller consulter un médecin ou si vous avez un Notre thérapeute. médecin de famille, notre pédiatre. Oui, c'est ça. Si on a un thérapeute, tout ça, d'en parler à notre thérapeute, tout ça. Ou puis si on n'en a pas, bien, peut-être que le médecin aussi va nous référer, tu sais, à aller voir un thérapeute. Je pense que C'est un peu le but aussi du podcast aujourd'hui. C'était, tu sais, c'est d'informer le plus de gens possible parce que si quelqu'un de votre entourage, vous voyez que ça file pas ou quoi que ce soit, bien, au moins, vous êtes informé puis de dire, va te chercher de l'aide, il y en a, tu sais. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où tu viens d'accoucher, puis ça fait 15 jours, puis, tu sais, nous, on se disait, ben ça doit être normal, ou à partir du moment où tu te dis, ben c'est pas moi, ça, pourquoi je me sens de même? Exactement. Je pense que là, C'est exactement ça que j'allais rajouter. C'est le cue, là, c'est comme, c'est l'alarme, la sonnette, la petite cloche, là. Écoutez votre instinct, puis allez consulter, allez en parler. Je pense que tu nous disais, il y a une ligne d'écoute. Bien, c'est ça. Tu sais, moi, on parlait de doula postnatale. Oui. Donc, j'ai deux autres doulas qui travaillent avec moi. C'est l'organisme Univers Maman. Donc, on est 3 doulas, dans le fond, dans la région d'ici de Hawkesbury. On dessert, dans le fond, Prescott Russell. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a commencé une ligne d'écoute. On appelle ça Accompagne Maman, mais ça peut être pour tout parent, que ce soit les papas, les personnes non-binaires et tout ça. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. On dit accompagne maman parce que, dans le fond, on pense au rôle de, tu
sais, on entend ça beaucoup, tu sais, le terme qu'on entendait beaucoup, c'est maman, tu sais, mais Ouais. le rôle de maman, là, tu sais, de s'occuper, dans le fond, d'un bébé, mais ça peut être tout aussi bien, comme je disais, un papa ou tout ça. Donc, on a une ligne téléphonique et les gens, je pourrais donner le numéro de téléphone pour on pourra laisser les coordonnées, là. Parfait, on, Oui. on les nommera Oui. à la fin sans problème, on y reviendra. Mais là, je viens d'avoir un flash, je pense. Oui. Tu sais, tu me disais, là, non-midère, puis tout ça. Mais une dépression postpartum, est-ce que ça peut arriver si on adopte Oui. un enfant aussi? Ben oui, Ok. ça peut Ouais, moi, j'ai arriver. vu ça Je ne l'ai dans pas le livre de- mentionné, tout à fait. Tu sais, il y en a qui disent, ben non, tu sais, ça peut pas... ça peut pas arriver parce que biologiquement, ils n'ont pas donné naissance, Ouais. mais oui, ça peut arriver. Parce que tous c'est- les autres facteurs sont là, dans le fond, Ben moi, sauf les hormones. je l'avais peut-être. lu dans le livre de Marie Osmond, là, Behind the Smile. Elle a adopté 4 enfants, puis elle avait fait des Ouais. dépressions postpartum. Wow! Puis les pères aussi, les Ben oui, conjoints. c'est Puis ça. je dis père, ça peut être conjointe Oui. aussi. Les conjointes, les conjoints peuvent aussi, au niveau plus des pères, là, je parle plus de masculin, là, ils disent que c'est à peu près 10 mais que ça peut être plus parce que c'est encore là, il y a des tabous. Ben oui, Est-ce que ils en ceux, parleront pas. les statistiques, il y en parlent a qui n'en parlent pas, tu sais. Puis les symptômes, des fois, du côté des conjoints, peuvent être un petit peu différents aussi de la femme. Eux autres vont être portés plus à s'isoler. Workaholic, tout d'un coup, ils se plongent dans le travail, tu sais, ils s'isolent plus, sont moins Ouais. présents. Consommation de substances plus aussi. Donc, des fois, c'est ça, c'est des symptômes, des fois, qui sont plus reliés au père ou au papa. Mais il peut y avoir des symptômes communs, comme si c'était une maman aussi, là. Mais des fois, il y a des petites différences au niveau de la dépression. Parfait. Geneviève, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ce podcast aujourd'hui? L'information la plus importante qu'il faut retenir? C'est pas de votre faute. C'est pas de notre faute. C'est quand on a une dépression postpartum, un autre trouble de l'humeur ou de l'anxiété du postpartum, c'est pas notre faute. Faut pas se blâmer pour ça. C'est pas quelque chose qu'on a fait. Oui, on peut avoir eu des circonstances dans notre vie, mais ça peut arriver à n'importe qui. Puis ça, c'est ça, on l'a pas mentionné plus tôt, là. Mais c'est pas juste des personnes qui sont moins riches ou de certaines cultures ou d'un certain âge. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, faut pas se blâmer. C'est pas de notre faute. Il y a de l'aide. On peut aller chercher de l'aide. Puis moi, je vous dis, si la première personne que vous allez consulter ne répond pas comme il faut à vos questions, ne vous prend pas au sérieux, allez voir quelqu'un d'autre. Allez chercher jusqu'à temps que vous trouviez la personne qui vous écoute, qui vous croit, qui vous apporte les ressources dont vous avez besoin. Puis, on peut s'en sortir. Il y a de l'espoir. Donc, c'est traitable. Hein? Les troubles de l'humeur du postpartum sont traitables. Ça peut être par des médicaments, ça peut être par de la thérapie, du support additionnel et tout ça. Donc, c'est vraiment en jasant avec le professionnel de la santé qu'on va trouver c'est quoi le mix idéal pour pouvoir se rétablir. Mais le rétablissement est possible. Puis, je veux dire, c'est très rare ce que j'ai vécu. Puis, je m'en suis sortie, je suis fonctionnelle, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai pu avoir un deuxième enfant, je suis heureuse. Puis, c'est possible de s'en sortir. Pour nous en parler, Ben, puis exactement. démystifier le sujet. Exactement. Donc, ayons pas peur d'en parler. Puis, plus on va en parler, plus ceux qui souffrent vont aller chercher de l'aide rapidement aussi. Puis, je me disais, si on attend trop, le rétablissement est plus long. Toi, ma belle Sylvie, quelque chose à ajouter? Ben, je ferais juste ajouter sur tout ce que Geneviève vient de dire, à partir du moment où on sent que c'est pas nous, il y a quelque chose de mal, d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide, mais aussi pour l'entourage, si vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, parlez-en, ouvrez la discussion, parce que on est tellement pris dedans, puis à cause du sentiment de honte puis de culpabilité, qu'on le voit pas. C'est comme être dans une relation abusive ou être dans une dépendance ou quoi que ce soit. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs à votre entourage, puis parlez-en. Puis, tu sais, je rajouterais, si tu me donnes encore quelques secondes. Oui. Tu sais, des fois, on va voir des parents qui viennent d'avoir un enfant, puis on se dit, « Hey, comment ça va? »« Ah, ça va. » Posez la question une deuxième fois. « Ça va-tu vraiment? Ça va-tu vraiment? » Parce que là, on répond facilement. Puis des fois, on ne veut pas en parler. On a peur d'être un fardeau pour les autres. Les mamans, les papas peuvent avoir peur de « Ah, si je m'ouvre. » Mais si on pose la question une deuxième fois, là, on ouvre la porte. Là, c'est comme si on laisse entendre à la personne « Je suis là, j'ai le temps, je peux t'écouter. » D'être sans jugement, hein? Oui, parce aussi, qu'on ne ouais. veut pas dire « Ben non, je ne commencerai pas à dire que
Tu sais, j'ai pas faim, je mange pas, je dors pas. Ils vont dire, ben là, c'est le lot de toutes les mères. C'est le lot de toutes les mères, là. Tout le monde a passé au travers, tu sais. Il y en a qui ont eu 10, 12 enfants, là, puis ils sont pas morts. Exact, ouais. Y a-tu sérieusement du monde qui trouve que c'était la plus belle période de leur vie? Mais Ben... c'est comme... Non, écoute, excuse, rappelle-toi, là. Excuse-moi, je sais. Mais, tu sais, c'est ça. Donc, tu sais, de poser les questions, pas juste un comment ça va, comme tu dis, puis ça va bien, parce que la discussion ouvrira premier. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu es capable de boire, tu sais, de t'hydrater? Est-ce que tu as du répit? As-tu le temps de prendre une douche? Parce que Puis pas nécessairement comment puis-je t'aider. Arriver avec un repas. Ouais. Arriver en disant, gars, je vais aller plier ton linge, va faire une sieste, je vais m'occuper de bébé. Parce que si on dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça va. Mais si on arrive puis on l'offre. Ou on est plus directif dans ces temps-là, je pense que ça fonctionne mieux parce qu'on n'est vraiment pas capable de fonctionner comme on ne sait pas par où commencer de toute façon. Ouais. Donc, oui. C'est ça. Bien, merci beaucoup, mesdames. Puis avant de vous laisser aller, Geneviève, j'aimerais ça que tu nous donnes le titre de ton livre, puis aussi comment on fait pour se le procurer. Oui. Donc, le titre de mon livre, c'est « Sept autres réalités ». L'histoire de mon trouble bipolaire du postpartum. Il n'est pas en copie papier encore, mais c'est en version Kindle, donc vous pouvez aller le trouver sur Amazon. Je l'ai en français et en anglais, donc je l'ai fait traduire. Donc, c'est ça, vous pouvez le chercher. Puis, la ligne téléphonique dont je vous parlais accompagne maman. Le numéro de téléphone... On va le dire parce que c'est pas tout le monde qui nous regarde sur YouTube qui vont pas le voir au bas de l'écran. Fait qu'il faut le dire Parfait. aussi. Donc, c'est le 613-494-5007. Et en fait, c'est pas de la thérapie, c'est vraiment vous appeler. C'est tous les jours de la semaine, de 9 à 5, quelqu'un. On est en rotation là, pour répondre au téléphone, mes deux collègues et moi. Donc, on va vous écouter, puis à ce moment-là, on va être capable de vous orienter. On est comme un petit peu chacune notre spécialité. Donc, moi, je me passionne pour la santé mentale du postpartum, donc je peux écouter, je peux vraiment diriger vers des ressources. Il y en a d'autres que si vous êtes justement enceinte puis vous voulez avoir de l'aide au niveau de la naissance, des conseils, il y a quelqu'un une autre doula qui peut vous aider par rapport à ça. Questions vous avez votre bébé puis vous avez des questions, comment prendre soin de votre bébé, vous avez des inquiétudes et tout ça. Donc c'est comme une ligne d'info et de soutien. Oui, exactement. Puis à ce moment-là, on évalue vos besoins aussi. Si on pense que vous auriez besoin d'aide en personne à la maison, on peut offrir aussi un service de support à la maison ou de préparation à l'accouchement. Alors, on offre une variété de services, mais c'est au bout du téléphone, vous appelez, puis c'est ça, on va pouvoir... Vous avez une page web? Univers Maman, oui. Donc, on Google ça, puis on va le trouver. Oui. Puis ta chaîne YouTube aussi? Oui, ma chaîne YouTube, c'est simple. Vous avez juste à écrire mon nom, Geneviève Desrochers. Je pense qu'il y en a une autre, mais que genre juste 2 vidéos. Mais je veux dire, il y a ma photo. Ça s'appelle Geneviève Desrochers. Puis sur la chaîne YouTube, je raconte mon histoire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chaque chapitre de mon livre, puis j'ai créé une vidéo. Okay. Donc, je raconte mon histoire. Donc, ceux qui n'aiment pas lire, mais qui voudraient entendre mon histoire, donc je parle de mon histoire. Il y a aussi, comme je disais, des témoignages d'autres parents qui ont vécu des troubles de l'humeur du postpartum. Vous pourrez même écouter mon mari de sa perspective, comment il a vécu mon expérience. Donc, j'ai fait une entrevue avec lui. Et puis, j'ai aussi des vidéos d'information. Donc, je parle justement du baby blues, des pensées peurantes, donc des informations sur la santé mentale du postpartum. C'est en anglais et en français. Bien, excellent. On a de quoi se renseigner. Oui. Un gros merci, mesdames. Oui, merci, Geneviève. Bien, ça fait plaisir. Merci, Geneviève. Merci, Sylvie, aussi de t'être ouvert à nous. Un grand merci. Et puis, je vais conclure le podcast en disant que si jamais vous voulez en apprendre aussi davantage sur Maison Interlude, vous pouvez visiter notre site web. Vous allez voir qu'on est une agence multiservice qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Sur notre site web, vous allez également trouver les moyens de nous rejoindre. Et Sylvie, ils sont nombreux. Oui. Donc, soit par la ligne d'écoute et de soutien, par texto ou par clavardage. Puis comme tu dis, Marie, sur notre page web, vous allez avoir toutes les informations. Bien, excellent. C'est ce qui conclut ce podcast. Merci encore, mesdames. Bienvenue, ça fait plaisir. Cette série de balados est rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires dans le cadre de l'entente Canada-Ontario sur les services en français.